Alors, je voudrais juste, comme la dernière fois, avant qu'on échange avec nos intervenants de la séance, Franck et Julien, vous dire deux mots sur un procès ex-Yougoslavie qui vient de se terminer en première instance. La dernière séance, on avait eu le jugement en appel de Mladic. Là, il y a eu hier le jugement en première instance du procès de Stanisic et Simatovic. Stanisic qui est un responsable des services secrets serbes et Simatovic qui était un gradé sous ses ordres. Et ils étaient accusés notamment de la mise en place et de l'entraînement de groupes paramilitaires en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Et c'est un procès important. Je voudrais juste vous en dire rapidement un mot. C'est un des seuls. Il y en a eu un deuxième, je crois, pour le Kosovo, mais c'est un des rares procès à avoir dont le premier jugement, qui était un acquittement en première instance, qui avait été rendu en 2013, a été annulé et le procès donc a redémarré au niveau de la première instance et donc s'est déroulé devant le mécanisme pour la fermeture. C'est le seul à donc être intégralement conduit dans le tribunal qui prend la suite du TPY. Et donc, le jugement a été rendu hier. Alors, il a été rendu rapidement, d'ailleurs, en une demi-heure, et puis 2 mois après les dernières auditions. Le jugement écrit lui-même n'est pas encore disponible, et donc on l'attend. C'est là une synthèse assez courte qui a été donnée. Les juges, donc je vous en donne les résultats. Donc les juges ont reconnu que le bureau du procureur avait bien prouvé l'existence de crimes contre l'humanité commis en 91 en Croatie et en Bosnie-Herzégovine en 92, plus un épisode de 95 qui était dans l'acte d'accusation, et que le bureau du procureur avait également prouvé l'existence d'une entreprise criminelle commune dont l'objectif était le déplacement forcé de populations non serbes par le moyen de crimes contre l'humanité. Mais en dehors de ces deux éléments prouvés par le bureau du procureur, la participation des deux accusés à l'entreprise criminelle commune, elle, n'a, selon les juges, pas été démontrée au-delà de tout doute raisonnable. Ils ont reconnu les deux accusés coupables pour avoir, en connaissance de cause, en sachant que des crimes étaient commis, d'avoir apporté une aide logistique à des groupes paramilitaires qui ont été impliqués dans des crimes commis en avril 92 dans une localité en Bosnie-Herzégovine, à Bosanski Samac, mais c'est le seul cas qui a été retenu par les juges. Tous les autres cas, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine, les juges ont considéré qu'ils ne pouvaient pas étendre cette responsabilité qui est à minima une aide logistique apportée, et que dans tous les cas, en tout cas, ils ne pouvaient pas considérer que les accusés étaient coupables d'avoir planifié ou ordonné des crimes ou même d'avoir partagé l'objectif de l'entreprise criminelle commune, qui était quand même la thèse centrale du bureau du procureur. Donc, on a une condamnation à minima, un peu comme là, le cas dont on va parler, l'affaire Katanga, où on a un accusé qui a été acquitté. Stanisic et Simatovic avaient été acquittés en première instance, donc dans le procès qui a été annulé. Et donc, une condamnation de Katanga au titre de complicité. Ici, ce n'est pas réellement complicité, mais c'est le niveau à minima de l'implication personnelle criminelle pouvant être reconnue devant le TPY, et encore une fois, sur une seule localité et donc pas dans l'ensemble. Moi, j'attends de voir sur le jugement, puisqu'il n'était pas du tout détaillé, par exemple, ce qu'il en est du groupe des Scorpions, qui était une unité qui a été mise en place par ces services secrets serbes, parce qu'il y a eu des groupes paramilitaires plus indépendants, mais il y a eu une unité qui s'est appelée d'abord les Hommes de Franquie, puis après qui sont dénommés les Bérets Rouges, et ensuite les Scorpions. Et cette unité-là était vraiment directement rattachée aux services secrets. Mais ces groupes, lorsqu'ils allaient sur une localité, ils se rattachaient aux commandements locaux. Et c'est un des éléments qui fait que les juges ont considéré que la responsabilité n'était pas, de commandement en tout cas, n'était pas engagée. On ne va pas discuter de ce cas-là, c'est juste pour vous donner un peu des éléments, parce qu'en plus, c'est un jugement assez complexe sur une affaire qui est aussi très complexe. Il y avait un élément qui concernait directement Karadzic, alors je vous le donne juste celui-là.
donc c'est le point 28 du résumé du jugement. La Chambre considère que Stanisic a eu des contacts fréquents avec Radovan Karadzic avant et après la formation de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Cependant, il n'y a pas suffisamment de preuves relayables, fiables, démontrant, derrière tout doute raisonnable, la nature et le type d'assistance spécifique apporté par l'accusé à Karadzic ou à des membres allégués de l'entreprise criminelle commune en relation avec l'établissement d'une police séparatistes et de structures militaires séparatistes. Voilà. Donc, peut-être on reviendra sur ce procès à d'autres moments. Je vous propose alors sans transition moi, vous les voyez, de me tourner vers Franck Lebovici et Julien Serossi. Franck et Julien, je les ai rencontrés grâce au groupe auquel beaucoup d'entre vous avaient participé, qui avait été monté par Barbara Villet, et qui était donc dans le sillage des études qu'on menait sur le cinéma, la fiction, le documentaire et la justice, et qui s'était engagé dans cette extension de la réflexion autour des arts contemporains, et en particulier des performances et de la justice. Et il y avait eu ce colloque qui était organisé par Valérie Ayart sur la symbolique judiciaire en 2017, si je ne me trompe pas, où il y avait eu une présentation de Bogoro, qui est peut-être la première œuvre créée à partir du procès Katanga par Franck et Julien. On avait eu ensuite, en 2018, pour les 20 ans du statut de Rome, l'occasion de monter d'autres pièces de Franck et de Julien, toujours tirées donc de la même affaire, Katanga Nanjolo, à la Cité internationale des arts. Ils avaient pu monter Mozungu, Rashomon, les tampons de milice, les vitraux témoins. Et en 2020, rebelote, mais cette fois-ci à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, pour pouvoir être présenté cette fois-ci devant des étudiants européens de magistrats. Et puis, depuis 2020, l'IHEJ est, via la Fondation Carasso, toujours associé au travail de Julien et de Franck, avec de la création de nouvelles pièces, comme le Kakemono, dont vous avez reçu un fichier qui vous le présentait. La mise en place aussi d'un atelier, d'un workshop à la Cour pénale internationale, celle d'une plateforme d'échange et celle d'un catalogue. Donc, en fait, c'est tout ça pour dire que finalement, c'est un travail au très long cours qui a commencé il y a plusieurs années et qui se poursuit encore aujourd'hui, et qui est construit autour d'un procès dont je vous ai envoyé les éléments, Katango Nunjolo. Je ne reviens pas sur le détail. C'est la démarche de Franck et de Julien, il y a à la fois, je trouve, donc très forte, cohérente, très originale, parce qu'ils font partie des rares. Alors, Jason File a pu lui aussi le faire, puisqu'il avait aussi cette connaissance finalement de l'intérieur des procès, de ces éléments de preuve, mais ils font partie des rares artistes à pouvoir vraiment rentrer en profondeur dans un procès et le travailler. Alors, Julien, en 2007, j'ai encore sa thèse d'ailleurs, qui est dans le bureau juste en dessous, a passé une thèse en sociologie sur la compétence universelle. Avant donc d'aller travailler aux côtés du juge Cotte à la Cour pénale internationale, puis également au pôle crime contre l'humanité de Paris, avant de reprendre en 2017 la galerie d'art du 6e, célèbre galerie d'art Serroussi. Et vous voyez, donc Julien en fait un pied dans l'art depuis aussi longtemps. Et Franck, lui, est artiste, poète, auteur de très nombreuses œuvres et livres. Je vous en cite juste un très intéressant que je vous conseille, qui s'appelle des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom. Voilà, dans la collection Forbidden Beach, un rivage interdit, je suppose la photo d'ailleurs. Exactement. Et donc, Bogoro et les autres œuvres dont nous allons parler ensemble. Alors, je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. Peut-être que Julien commence par expliquer la démarche de tout ce travail autour du procès Katanga, puisqu'en fait, l'impulsion démarre quand même malgré tout
d'une institution judiciaire, de la Cour pénale internationale. Alors, on va y arriver. Alors, vous avez comme première image qu'on a réussi enfin à partager le tunnel du souterrain de la Cour pénale par lequel entre tout le matériel technique. C'est là que les camions en fait, déchargent les caisses, les dossiers. Et on s'est dit que c'était une façon de rentrer dans la CPI par la voie technique un peu différente de celle de la porte d'entrée grand public du personnel. Julien se demande même si les accusés rentrent par là. Comment on fait pour remettre l'image? C'est-à-dire remettre l'image a disparu à l'image des participants. Ouais. Bon, alors, ok, c'est pas grave, tant pis. Deuxième image qu'on voudrait partager avec vous, c'est celle lorsque les procès sont diffusés en streaming, avec donc 30 minutes d'écart pour éventuellement pixeliser ou biper certains passages, genre des vidéos partielles, et qui est selon nous une autre voie d'entrée dans la CPI, qui est non plus par l'entrée technique du bâtiment, mais par Internet, disons. Voilà, alors c'est les deux aspects, les deux voies qu'on vous propose là sont un petit peu des façons pour nous de raconter notre façon de travailler, puisqu'on essaie de rentrer soit par la voie technique, soit par la voie, disons, grand public, mais, disons, numérique, pour la production d'images et la question de la publicisation et de la diffusion, en fait, des procès qui ont lieu là-bas. Alors, ce qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, ce ne sont pas tant des œuvres, parce que, bon, comme beaucoup d'œuvres d'art, il faut les voir physiquement, et puis elles fonctionnent aussi ensemble de façon un peu systémique. Mais on voudrait vous présenter des modes d'exploration du système sociotechnique de la Cour. Il y a déjà beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur les systèmes sociotechniques des tribunaux internationaux. Celui que je connais le mieux, c'est un Australien qui s'appelle James Baker, qui a travaillé sur la salle d'audience comme studio d'enregistrement, où il refait une sorte d'archéologie des médias depuis Nuremberg, en analysant comment des firmes, par exemple comme IBM, ont mis en place le système d'interprétariat simultané pour résoudre en fait une contradiction qu'ils avaient, qui était que soit les participants au procès avaient un interprète derrière leur épaule qui chuchotait la traduction en simultané, mais les débats n'étaient plus publics, soit il y avait de la traduction successive, mais ça voulait dire que s'il y avait 4 langues, ça allait 4 fois plus lentement, et donc la célérité des débats n'était pas respectée non plus. Et IBM a inventé un système avec ce qu'on connaît aujourd'hui, les cabines d'interprétariat et les différents canaux audio qui ont permis en fait d'avoir cet interprétariat simultané. Donc on est un peu dans cette veine-là pour explorer les méandres, enfin les couloirs de la CPI. Et la première chose qu'on peut dire, c'est peut-être on va se remettre en image. Hop. La première chose qu'on peut décrire, c'est les matériaux auxquels on a eu accès pour travailler. Et les systèmes de production de ces matériaux qui nous ont permis de travailler. On a eu d'abord les transcripts des audiences, c'est-à-dire ce sont des PDF qui sont téléchargeables sur le site de la Cour pénale et qui sont produits donc par des sténotypistes en temps réel. Vous avez 2 équipes de sténotypistes qui, les uns écrivent en français et en anglais, et l'autre équipe corrige les fautes de frappe en simultané sur une autre machine. On a travaillé avec des images et des vidéos. Et les vidéos sont les enregistrements des audiences, mais ce sont aussi les films qui servent d'éléments de preuve. Et les images sont les images qui fonctionnent aussi comme éléments de preuve qu'apporte le procureur ou la défense, mais aussi les images produites pendant les audiences quand on demande aux témoins de dessiner
ou de schématiser certaines situations. Et on a travaillé aussi en direct avec le personnel de la Cour, donc non seulement les juges, les assistants juridiques, du côté du procureur, les enquêteurs, les analystes, mais aussi le personnel technique, avec donc les sténotypistes, avec les interprètes, avec les gens qui s'occupent de la régie audio-vidéo. Et c'est à travers ces entretiens qu'on a eu accès, d'une certaine façon, à la raison d'être du dispositif sociotechnique de la Cour, c'est-à-dire les raisons du mode de fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui. Je vais prendre un seul exemple. Quand vous regardez l'ancienne cour pénale, les anciens locaux, pardon. Alors, hop, voilà. Vous vous apercevez qu'il y a des caméras à différents endroits de la pièce qui permettent en fait d'avoir plus ou moins tous les angles. Et vous savez aussi qu'il y a une sorte de charte plus ou moins explicite. Explicite. Il y a un protocole. Il y a un protocole pour filmer, disant qu'on filme la personne qui est en train de parler et on ne filme pas les autres pour respecter la dignité, disons, du procès. Et on ne filme pas quelqu'un en train de bâiller ou en faisant des mimiques faciales. Mais vous remarquez donc qu'il y a plusieurs caméras et une des premières choses qu'on a demandé à la Cour quand on a commencé à travailler avec eux, c'était que devenaient les autres caméras, qui n'étaient pas le plan, mais qui étaient les contre-champs. Et bibliothèque artistique dans la tête, on pense à une pièce de deux artistes qui s'appellent Douglas Gordon et Philippe Parreno, qui ont fait un portrait de Zidane, le footballeur, en utilisant toutes les caméras existantes lors d'un match de foot. Ils ont récupéré l'intégralité des rushs des 12 caméras et ils en ont fait un portrait de Zidane pour que pendant la durée du match de foot, donc 2 fois 45 minutes, on n'ait que le portrait de Zidane sous différents angles. Donc, avec cette bibliothèque dans la tête, enfin cette référence, on s'est dit que deviennent les rushs des procès. Et là, on nous a expliqué en fait que depuis le TPY, la Cour ne gardait plus les rushs. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu une affaire où, à l'époque, ces rushs existaient et ça ne s'est pas très bien passé. C'est une affaire qui a lieu en 2000 ou 2001. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom de l'accusé, qui est Lanzo. C'est ça? Celui qui était dans le documentaire qu'on avait vu. Une de ses avocates, qui s'appelle Cathy Sinatra, la fille de Frank Sinatra, a demandé à revoir l'intégralité des enregistrements des 8 caméras pour pouvoir chronométrer vraiment de façon extrêmement précise le volume, disons, temporel serait assoupli, c'est-à-dire serait en train de dormir plus ou moins, avec l'idée que s'il dépassait un certain seuil, un certain volume de sommeil pendant les audiences, eh bien, elle pourrait demander l'annulation du procès. Alors, ils ont dû installer un système d'horodatage dans les vidéos qui leur a coûté très cher et revisionner l'intégralité des audiences avec un chronomètre pour pouvoir dire si finalement la présence mentale du juge Caribi White avait été suffisante ou pas. Et il y a eu une décision d'appel que je vous montre à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Non. Non. Alors, nouveau partage. Voilà. Est-ce qu'elle apparaît mieux maintenant? Oui. Voilà. Bon. Donc, c'est cet arrêt. Vous voyez.
dans lequel, qui est assez long, hein, mais il y a un moment qui porte sur l'altération du discernement et sur le juge Carey B. White, qui, il faut le dire, est assez drôle parce qu'il cherche à trouver des formulations pour rester digne quand même. Et donc, ils usent d'une série de paraphrases, pour ne pas dire dormir, comme un léger infléchissement de l'attention, ou des formules comme ça. Mais donc, c'est à cause de cette décision d'appel que depuis, il n'y a plus de contre-champ. Enfin, il ne de on a eu un accès matériel sans produit parce qu'ils étaient en théorie publics. Mais en pratique, un des problèmes auxquels on a dû faire face, c'est que les standards de diffusion n'étaient pas, eux, activés. Non seulement pour les images des éléments de preuve, les TIFF ou les JPEG étaient verrouillés, et il a fallu mettre en place tout un protocole pour faire déverrouiller les TIFF, mais même les enregistrements des audiences qui étaient publiques et qu'on nous a très aimablement transmis, avaient été encodés dans un format spécifique de la Cour qui s'appelle For the Record, FTR, qui avait une image extrêmement dégradée, mais qui permettait d'avoir 4 canaux de langues différentes, c'est-à-dire le Swahili, le français et l'anglais, ou ce qu'on appelle le FLOR, qui est ce qu'on entend en fait quand on est dans la salle d'audience, les différentes langues. Et vous pouvez basculer d'une langue à l'autre très facilement grâce à ce système FTR, mais vous ne pouvez plus du tout monter les images et vous ne pouvez plus du tout les avoir en haute définition. Or, nous voulions avoir les enregistrements bruts en haute définition, et il leur a fallu réencoder l'intégralité du procès, c'est-à-dire repartir des cassettes mini DV, puisque c'était ce qu'ils utilisaient à l'époque. Or, 1 heure d'enregistrement, c'est 1 heure de capture, et ils ont dû donc réencoder des heures et des heures et des heures d'enregistrement pour pouvoir nous les donner simplement en point move, qui est le format le plus classique disons. Donc, vous voyez que ne serait-ce que nos demandes qui étaient très simples, avoir accès aux matériaux publics, forçaient déjà à mettre en place des standards de circulation qui n'existaient pas jusqu'alors, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas été demandés. Les matériaux qu'on demandait étaient évidemment publics, d'abord parce qu'on ne nous aurait pas donné d'autres matériaux, mais c'est aussi une décision artistique de notre part, parce qu'on ne cherche pas à mettre en place, à fabriquer, disons, des œuvres d'art destinées uniquement au monde de l'art, mais à fabriquer des œuvres-outils. C'est-à-dire que ce sont des protocoles de traitement des matériaux qui peuvent être appliqués à d'autres situations. Or, si les matériaux avec lesquels on travaillait ou les situations avec lesquelles on travaillait n'étaient pas par définition publiques, eh bien, nos instruments ne seraient pas transportables et applicables. Donc, c'est très important pour nous de ne travailler qu'avec des matériaux publics. L'idée pour nous, ça n'est pas d'importer des matériaux juridiques dans le monde de l'art. Ça, je crois que Duchamp l'a fait il y a un peu plus d'un siècle. Ça n'est pas non plus de produire un commentaire depuis l'art sur le monde du droit, mais c'est d'importer des pratiques artistiques ou poétiques dans le monde juridique pour modifier les pratiques ordinaires des juristes, vraiment dans ce qu'elles ont de plus quotidien. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des œuvres-outils. Elles fonctionnent à la fois comme des œuvres d'art et comme des instruments. Mais pour qu'elles travaillent en tant qu'instruments efficaces, il faut bien sûr faire énormément non pas de négociation, mais de collaboration avec les membres en place pour comprendre en fait d'abord leurs pratiques et leurs besoins. Et c'est à partir de là que, en puisant dans nos ressources du monde de l'art ou de la poésie ou des sciences sociales,
qu'on peut proposer d'autres gestes conceptuels ou très, très concrets qu'ils n'auraient pas fait autrement. Et c'est aussi ces gestes-là qu'on propose aux visiteurs de l'exposition. Alors, je vais vous donner 2 exemples avant de passer la parole à Julien. Dans les déplacements qu'on cherche à faire. Quand on a fait le livre Bogoro dont Joël parlait au début, qui relève d'une pratique poétique qui commence à être un peu reconnue aujourd'hui, qui est un courant qui s'appelle la poésie objectiviste, c'est-à-dire qui travaille à partir de matériaux préexistants. Là, on a travaillé donc à partir de l'intégralité des minutes du procès de Katanga Ngudjolo. On a travaillé donc à partir des transcripts. Les transcripts sont en français et en anglais, qui sont les 2 langues officielles de la Cour. Mais on a trouvé qu'il y avait un problème dans ces transcripts, à savoir qu'ils n'existaient pas en swahili, qui est quand même la langue d'une partie de la population en République démocratique du Congo. Elle n'existait pas non plus en lingala, alors que les témoins en parlaient alternativement en lingala et en swahili. Alors politiquement, ça posait un problème, mais comme les transcripts n'existaient qu'en français et en anglais, on ne pouvait pas faire de version texte. On a donc demandé à la Cour si elle pouvait nous fournir, à partir de la sélection qu'on avait faite pour notre livre, la version swahili des enregistrements vidéo. La Cour a accepté parce qu'elle y a vu un intérêt peut-être pour son département d'outreach, c'est-à-dire son bureau local sur place, qui pourrait diffuser cette version audio-vidéo de Bogoro. Mais ça a impliqué un lourd travail technique parce qu'il a fallu repartir de notre livre en utilisant, je ne sais pas si vous avez pu ouvrir le PDF, l'extrait du témoin P279, où vous touchez qui indique le nom du PDF avec la journée d'audience et le nom de la page. J'en prends une au hasard, mais vous voyez, c'est ici, la journée d'audience et à la page du PDF à laquelle on se situe. Et puis, sur le côté des textes, des questions-réponses textuelles, vous avez aussi les numéros de ligne des transcrits. Et parce qu'on avait gardé ce système d'encodage, ils ont pu retrouver à la seconde près, dans leur enregistrement audio-vidéo, les timecodes correspondants, parce qu'ils ont un système de correspondance entre les lignes des pages des transcripts et le timecode de la vidéo. Ils ont pu retrouver parfois ce qui correspond à un quart de seconde que nous, on a sélectionné dans notre livre, mais qui dure vraiment une fraction de seconde dans la vidéo, parce que ça peut nous arriver de prendre 10 secondes et puis après de passer à 3 jours plus tard. Et donc, ils ont dû avoir d'une part un ingénieur vidéo qui retrouvait cela, et ils devaient avoir aussi un interprète franco-swahili à côté, assermenté, puisqu'il avait accès à des matériaux aussi confidentiels de huis clos, pour pouvoir nous fournir, disons, l'équivalent en audio-vidéo. Le deuxième exemple que je voudrais signaler, c'est une pièce dont vous avez reçu une image qui s'appelle Muzungu, dont parlait aussi Julien. Pas Julien, Joël. Julien, il va parler après. Voilà. Vous voyez, j'en fais une rapide description. Ce n'est pas cette image que je vous ai envoyée, mais ce n'est pas grave, c'est le même système. Vous voyez dans le fond un mur noir qui est en fait un mur recouvert de peinture magnétique sur lequel on a imprimé en format A4 l'intégralité des éléments de preuve documentaires du procès et des extraits des éléments de preuve des témoins, enfin testimoniaux, des transcrits des témoins, qu'on a encodé par un système de mots-clés et de codes couleurs. Et vous avez sur le devant de la photo des portants magnétiques avec des petits aimants
qui permettent soit aux visiteurs, soit aux assistants juridiques à la Cour, d'une part, grâce au mur magnétique, d'avoir une vision panoramique de tous les éléments de preuve du procès, et non plus, de ne plus avoir à travailler, disons, avec des classeurs à anneaux et des pochettes plastiques qui s'empilent sur leur bureau, et grâce au système de mots-clés et d'encodage couleur, de pouvoir sélectionner certains éléments de preuve qui partageraient par exemple le même mot-clé et de les réassembler sur les portants magnétiques mobiles de manière à produire des mini-représentations, des mini-situations d'une façon assez proche de l'historien d'art autrichien Aby Warburg au début du XXe siècle. Donc un montage d'images avec cette idée que si on part des images, si on regarde vraiment ce que disent les images, plutôt que de procéder à la façon dont travaillent les juges, qui est de partir en fait de la décision de confirmation des charges et des allégations factuelles qu'il faut prouver pendant les audiences, eh bien, il y a d'autres narrations qui peuvent émerger, qui n'avaient pas été, disons, programmées dans la narration du procureur telle qu'il la soumet au juge. Alors, c'est donc un outil pour travailler autrement, pour mieux exploiter en fait des matériaux qui, selon nous, étaient sous-exploités par rapport à leur potentiel quant aux outils juridiques utilisés. Mais c'est une chose qui n'était pas non plus évidente pour la Cour, puisque on nous a raconté que, d'abord, jusqu'à nous, personne n'avait jamais demandé les éléments de preuve publics, personne, et que un seul chercheur a depuis demandé, en se rendant directement à la Cour, à avoir accès aux éléments de preuve d'un autre procès plus tardif, et que le chercheur, comme le personnel qui lui a transmis ces images, était de part et d'autre embêté quand les caisses sont arrivées. Parce que vous avez des photos avec simplement un numéro de VD, un numéro technique d'indexation dessus, et quand vous avez 3 caisses avec 2000 images qui sont totalement décontextualisées, eh ben, les gens ne savent pas quoi en faire. Parce que pour faire fonctionner ces éléments de preuve, il faut soit les recontextualiser dans l'audience qui les a produites ou présentées par soit le témoin, soit les questions des parties, soit avoir accès aux enquêtes. Ce qui veut dire que l'accès aux images telles qu'on l'a fait et le montage des installations, des dispositifs qu'on a produits, des prototypes de travail, d'œuvres-outils qu'on a produits, on en a produit une quinzaine. Là, Muzungu, c'est la première, disons, mais il y en a eu d'autres ensuite, eh bien, implique de connaître extrêmement bien le procès dont il est question pour être capable de fabriquer des contextes à minima en fait, de ces matériaux. Moi, j'en aurais été totalement incapable. Et si ces prototypes ont pu utiliser ces matériaux d'images, de vidéos, de dessins, de transcrits comme ça, aussi simplement, c'est uniquement parce qu'il y avait Julien et que Julien a assisté le juge Cotte pendant tous les procès. Et c'est ainsi que je passe la parole à Julien pour parler soit de la suite, soit d'autres dispositifs, soit simplement de dire ce qu'il veut. Bon. Alors là, tu as les kakémonos, là tu as le bidou, oui, bah, écoutez, bonjour. Je dirais, pour compléter un peu ce que dit Franck, dire que cette pièce, elle a été faite pour plusieurs publics. Je pense que c'est important de le dire. Peut-être que dans ma présentation, qui ne sera pas trop longue, je vais montrer en quoi ces différents publics sont concernés. Elle a été faite pour effectivement les juristes qui travaillent à l'intérieur de la Cour. Elle a été faite pour les communautés affectées par ces crimes. Elle a été faite pour les chercheurs en sciences sociales ou les chercheurs en général. Elle a été faite pour le public artistique, enfin qui suit les événements artistiques. Et ces pièces tiennent ces différents éléments ensemble.
je dirais, un des premiers gestes importants de ce point de vue, si je ne me place pas tout de suite, parce que ce sera peut-être là où je serai le plus long, du point de vue juridique, c'est-à-dire par là, j'entends du point de vue des professionnels de la Cour, une des choses peut-être à dire, c'est que ces œuvres, elles ont, à mon avis, un intérêt, c'est qu'elles déplient un peu le processus de fabrication du jugement. C'est-à-dire que les jugements tels qu'ils parviennent en général aux chercheurs, même aux victimes, ils parviennent sous forme d'un jugement, d'un résultat final, très long, très difficile à déchiffrer, voilà, des jugements de plusieurs centaines de pages, voire milliers de pages, avec beaucoup de gens multiples et variés, mais sous forme de code, quoi. Personne les images et les preuves ne sont pas annexées au jugement. Alors certes, on peut décider d'aller sur le site de la Cour suivre les audiences, mais n'importe qui a essayé de suivre ça sur le site de la Cour est assez vite découragé, à moins d'être Joël Hubrecht peut-être, qui lui, il passe ses journées. Mais la plupart des temps, c'est très décourageant parce que ça s'interrompt, c'est long, et puis bon, même assister en audience, même assister, les gens qui viennent assister aux audiences sont très vite découragés. Donc nous, on a voulu montrer que c'est intéressant, et on a fait des condensés un peu qui à la fois permettent d'avoir tout d'un coup, en quelque sorte, parce qu'on a tous les éléments de preuve d'un coup dans la pièce Muzungu, et en même temps décrit un peu les gestes que les personnels de cette cour sont amenés à faire, les problèmes de langue qu'ils rencontrent, le type de preuves qu'ils utilisent, afin que le public soit amené à juger la cour en fonction de ses pratiques, de ses difficultés réelles, de ses difficultés concrètes. Voilà les preuves que j'ai. Voilà pour juger ces crimes. Voilà les outils juridiques dont j'ai à ma disposition et comment je parviens à les. Alors peut-être Franck va essayer de montrer quelques images là d'éléments de preuve. Qui sont parfois donc parce qu'on a l'impression que dans le public justement, que ce soit le public cultivé, la cour est souvent jugée d'un point de vue très politique et pas d'un point de vue praxéologique, d'un point de vue pratique et en fonction de ses pratiques. Donc là, on voit comment ils travaillent, on voit leurs difficultés. Par exemple, là, voilà le schéma qui vous montre actuellement, c'est le dessin d'un camp fait par un témoin, le témoin 28, parce que voilà, pendant il n'y a pas toujours d'image des crimes et des lieux tels qu'ils sur les juges doivent de trouver de décrire. Alors on arrive à des descriptions qui sont parfois comme ça très pauvres et qui sont difficiles à exploiter en matière de preuves. Ça, par exemple. C'était le positionnement du témoin. Le dessin avant, on lui avait demandé de dessiner le camp. Voilà, donc bon, c'était pas très. Et ça, c'était le plan, voilà, pour dessiner un peu comment se situait Bogoro, les alentours, comment on pouvait arriver à Bogoro. Donc, vous voyez, les compétences géographiques, les compétences de dessin, les compétences l'épreuve du témoignage est d'ailleurs parfois très difficile pour eux parce que la mise en récit, quelque chose qu'ils n'ont pas forcément appris, la mise en récit de leur vie, etc. Bon, on voulait montrer toutes ces difficultés, aussi tous les glitches technologiques auxquels rencontre la Cour pour toutes les difficultés que rencontre la Cour pour fonctionner, les difficultés de langue, les difficultés de traduction. Je ne vais pas tout vous énumérer. Mais voilà, ce premier point était important, le droit en train de se faire. Voilà. Le deuxième public que je voulais. Donc, de ce point de vue, c'est une fenêtre sur le procès qu'on trouve assez peu. C'était ça qu'on voulait l'ouvrir, en tout cas. On voulait l'ouvrir. Surtout une institution très respectée, qu'on juge de loin. Le deuxième point, évidemment, qui concerne les juristes plus directement, me ramène peut-être à mon arrivée à la Cour. Parce que quand je suis arrivé à la Cour en 2009, ce qui était intéressant, j'étais arrivé d'abord comme sociologue, moi j'ai fait de la sociologie du droit et j'étais arrivé au champ comme sociologue. J'avais travaillé sur la compétence universelle des juges nationaux, donc pas sur les tribunaux internationaux. Donc je ne savais pas exactement où je mettais les pieds. Il s'avère que j'avais rencontré certaines personnes là-bas qui m'ont permis d'être embauché. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que plusieurs aspects. D'abord, parce qu'on arrive aux chambres, l'inquiétude était palpable. Il y a une inquiétude palpable. Moi, je m'attendais à trouver des trucs super légitimistes, des gens super sur d'eux, etc. Presque dans une activité qui est très enthousiaste et sur d'eux. J'ai trouvé des gens très inquiets, d'abord inquiets parce que le droit
pour les juges en tout cas, était totalement inconnu. Et même quelqu'un d'aussi aguerri que le juge Cotte le dit souvent quand il fait des présentations, si vous l'avez déjà entendu, et qu'il a du tout reprendre ses études de droit à zéro. Et ce n'est pas toujours facile quand on a cette carrière-là d'être repris par des gens de 20 ans qui vous expliquent que non, il n'a rien compris à tel concept juridique, etc. Mais c'est vrai que le corpus n'est pas du tout le même, les raisonnements ne sont pas du tout le même. Voilà. Alors, du point de vue du droit, ils étaient quand même aidés parce qu'il y a quand même les assistants juridiques qui sont là pour interpréter, mais eux-mêmes, c'était un nouveau statut, il fallait tout interpréter. Mais là où ils étaient encore plus perdus, c'est sur les faits, la factualité, puisque là, il n'y avait personne pour les aider, tout simplement. Et alors, sur ce point, peut-être qu'il faut souligner que les crimes de masse sont les crimes qui demandent, pour être compris et jugés, un énorme travail de contextualisation. D'abord par leur nature même, puisque ce sont comme Claverie le dit souvent dans son travail, il s'agit de lier des scènes de crimes courtes, tel viol, tel meurtre, tel pillage, à des scènes de crimes longues, qui sont les crimes de la scène politique, c'est-à-dire l'idéologie politique, les formes d'autorité, etc. Alors pour décrire ça, il faut rentrer vraiment dans les je dirais, les arcanes les plus précises du réel et de la réalité sociologique de ces univers pour réussir à faire cette liaison. Sinon, elle risque de casser. Même si le droit développe plein d'outils pour le faire, à un moment donné, ces outils se heurtent quand même à une abîme de connaissances, un manque de connaissances. Et donc, mais ces demandes de contextualisation qu'exigent ces crimes se fait pourtant dans un contexte de décontextualisation totale. Parce qu'effectivement, on est aux Pays-Bas, on juge des crimes au Congo, les juges ne sont jamais allés sur le terrain, les juristes qui assistent ces juges ne sont jamais allés sur le terrain, et dans la chambre, il n'y a aucun sociologue, il n'y a que des juristes. Par ailleurs, je dirais aussi que il y a plein d'autres éléments de force de décontextualisation qui sont très importantes à l'intérieur de la Cour, qui ont trait d'abord au fonctionnement du droit lui-même, puisque c'est une procédure accusatoire, mais bon, je ne sais pas si vous besoin de détailler ça, mais les juges, il n'y a pas de dossier, le dossier se construit au fur et à mesure des audiences, en fonction des éléments de preuve qu'apportent les parties. Alors, si on agrandit un petit peu et qu'on se concentre pas sur les juges uniquement et qu'on agrandit à toute la Cour, au bureau du procureur, il y a quand même un bureau d'analystes qui sont supposés fournir aux juristes ces éléments contextuels. Mais par éléments contextuels, je n'entends pas les éléments contextuels juridiques, j'entends les éléments de contextualisation qui permettent de comprendre les logiques pratiques des acteurs, qui sont supposés fournir aux juristes du procureur, qui sont supposés les présenter à la Cour. Mais comme ils n'ont pas de pendant du côté des juges, comme il n'y a pas d'analyste du côté des juges, pour entendre pour entendre ces éléments contextuels, en général, ils sont filtrés ils sont filtrés par les juristes du procureur eux-mêmes, qui ne les présentent pas toujours, de la manière dont les analystes aimeraient les voir présentés, qui vont simplifier les organigrammes, et toujours avec l'idée que plus on va rentrer dans des questions culturelles, plus on risque de perdre la maîtrise du procès. C'est très palpable ça chez le procureur. Et à mon avis, ça vient d'une question institutionnelle, ça vient du fait qu'il n'y a pas d'analyste du côté des côtés des juges pour décortiquer ces éléments. Et que du coup, ils ne trouvent pas leur chemin dans les jugements. Donc, ce que je veux dire, donc moi, j'occupais justement le but du juge Cotte, c'était de me donner un poste d'analyste dans les chambres, de développer cette idée qu'il fallait aussi des analystes dans les chambres. Comme ça, ce type de raisonnement pouvait faire leur apparition dans le débat, en fait. Parce que s'il y a un émetteur mais il n'y a pas de récepteur, en gros, il y a très peu de chances que ces éléments arrivent dans le débat. Puisque tout est lié à la manière dont les juristes du procureur vont anticiper les manières de penser des juges. Ils vont essayer de présenter leur cas d'une manière à convaincre. Voilà. Et s'il n'y a pas de récepteur du côté des juges, s'il n'y a pas d'analyse du côté des juges, tout ce qui est analyse sociologique, effectivement, est
un peu mis sur le côté. Donc, nos pièces, je dirais moi, à l'intérieur de la cour, j'ai essayé de fabriquer des outils comme ça pour travailler qui sont tous des outils qui sont liés à exploiter au maximum les éléments que j'avais pour recréer pour les juges un contexte congolais qui soit, je ne me fais pas d'illusions, qui soit pas, on ne pourra pas reproduire, donner au juge international l'illusion d'être un juge national. Il ne s'agit pas de le transformer en juge national comme s'il intervenait dans son propre pays avec les mêmes connaissances contextuelles qui sont indispensables au bon fonctionnement de la justice ordinaire. Mais faire un effort dans cette direction. Et donc, à partir de là, j'exploitais au maximum les ressources factuelles, les témoignages, d'une manière un peu différente des juristes pour fabriquer du contexte. Mais cette expérience, et je terminerai là-dessus peut-être pour laisser la place à des échanges un peu, mais cette expérience s'est conclue par une certaine réussite à l'intérieur de ce procès, mais par aucune institutionnalisation du poste. Pour des raisons qui sont circonstancielles, qui sont liées au fonctionnement de la Cour. Pour institutionnaliser des postes d'analystes dans les chambres, il aurait fallu suivre un chemin politique très compliqué, puisqu'il aurait fallu convaincre d'abord, je vais le dire rapidement, la section de jugement. Or, je travaille qu'avec 3 juges, pas avec les 18. Donc, la plupart d'autres ne me connaissaient pas. Les chambres fonctionnent de manière très indépendante. Il n'y a pas assez peu de collégialité entre chambres. Il fallait ensuite que la chambre de jugement convainque la présidence de la Cour et que la présidence de la Cour convainque l'Assemblée des États parties pour changer l'organigramme de la Cour et introduire des postes d'analystes. Moi, j'avais été recruté sur un poste de juriste. Je faisais un travail d'analyste, mais j'étais recruté sur un poste de juriste. Je ne faisais pas le travail pour lequel j'étais recruté. Voilà. Donc, à partir de ce sentiment d'inachevé, en fait, parce que il me semble que la Cour manque de ces outils intellectuels pour mieux contextualiser les crimes dans lesquels qu'ils sont amenés à juger, sachant que c'est indispensable pour bien les juger. Et que ce n'est pas le droit. La solution ne viendra pas du droit, de plus de raisonnement juridique. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à échanger avec Franck dès d'ailleurs le déroulement du procès, au fur et à mesure, pour lui dire mon étonnement, pour lui raconter comment fonctionnaient les processus de véridiction à l'intérieur de la Cour, pour voir les échecs qu'on rencontrait, avec l'idée de pouvoir poursuivre, après mon départ de la Cour, ce travail en proposant des outils qui vont permettre aux juges de se poser des questions contextuelles qu'ils ne se posent pas spontanément, avec l'objectif, en quelque sorte, disons, si je donne les objectifs un peu perspective du travail, l'objectif de transformer la Cour, de penser que la Cour ne pourrait être un lieu de jugement efficace qu'à la condition qu'elle est aussi un lieu d'échange culturel. Et donc, il fallait produire ces outils pour faire entrer ces questions d'échange culturel à l'intérieur même de la pratique juridique. Tout ça sert un agenda un peu plus large encore, qui est lié à faire remonter un peu à l'agenda la question de la vérité peut-être judiciaire, mais malgré tout, même la question de la vérité judiciaire, la question de la vérité historique dans le raisonnement judiciaire. C'est plutôt ça, plus exactement, parce que c'est une question qui est un petit peu mise à l'écart au profit des questions d'équité. Les juges étaient très sensibles, en tout cas à cette première partie de la Cour, à ces questions d'équité, et ça produit des jugements qui sont peut-être équitables, mais qui sont incompréhensibles pour en tout cas les personnes concernées. Et donc, moi, j'étais sensible un peu, de par ma formation, à cette idée que le tribunal avait aussi une mission, la Cour pénale internationale avait aussi une mission historique, et qu'il fallait qu'elle produise comment on appelle ça, un dossier sur ces crimes. Alors certes, il existe en un sens ce dossier, mais il existe comme dans les milliers de pages, dans les milliers d'audiences qui sont produits par la Cour et qui sont pour quelqu'un qui n'y connaît rien, absolument non maîtrisables, aussi peu maîtrisables que pour les juges qui sont à l'intérieur des audiences, qui pourtant ont l'explication des parties. Et donc on voulait créer ces outils qui permettent aux juges et au public et aux différents publics qui suivent la Cour de se saisir de ces éléments pour mieux comprendre à la fois les crimes qui ont été commis pour les juges et le fonctionnement de la Cour pour les publics extérieurs.
C'était par exemple, simplement pour ajouter une chose, si je reprends l'exemple de la pièce de Muzungu avec le mur magnétique et les portants et les éléments de preuve A4 sur le mur, c'était très important pour nous, par exemple, que ce dispositif est relativement léger par rapport à d'autres pièces puisse aller en publication du Congo. Parce que concrètement, si vous dites que le jugement de 700, il y a des résumés sur la chaîne YouTube de la Cour de 5 minutes, mais c'est des résumés d'audience qui sont là encore assez nébuleux pour des gens qui ne sont pas rompus au raisonnement juridique. Et le département d'outreach, d'un point de vue très pratique et logistique, pour développer le contact avec la population de la zone, agissait de la façon suivante. Ils allaient avec une caméra, ils enregistraient les questions de la communauté, ils retournaient à La Haye, ils enregistraient les réponses des gens de la cour, et puis ils retournaient encore au village et ils faisaient une projection sur un grand écran sur la place publique. Tout ça prenant en général 1 an pour faire un aller-retour. Et donc on s'est dit, il y a quand même peut-être des façons plus satisfaisantes en fait, de publiciser pour les communautés concernées le procès pour qu'elles puissent rentrer de façon plus satisfaisante dans la conversation d'un procès qui les concerne. Et donc simplement de pouvoir leur donner les éléments de preuve pour qu'ils puissent les discuter collectivement, que ce soit après le procès ou dans disons une logique plus de réconciliation ou de post-procès, ça nous semblait quelque chose d'important. Par ailleurs, eux-mêmes, en discutant ces éléments de preuve qui pouvaient être opaques aux juristes qui n'avaient jamais mis les pieds en Ituri, mais qui pour eux étaient très transparents, puisque c'était au coin de leur rue, ils pouvaient faire remonter a posteriori aussi des façons de lire ces images qui étaient importantes. D'Inrich, oui. En fait, notre idée, c'était de pouvoir faire remonter des visions vernaculaires dans les visions professionnelles de la Cour. C'est pour ça que Julien a souvent l'habitude de dire que cette pièce de Muzungu, c'est aussi une machine à produire du contexte. Parce que soit c'est du contexte produit par les populations locales, soit c'est du contexte produit par les chercheurs en sciences sociales ou en sciences humaines qui savent y voir d'autres choses, soit c'est même du contexte produit par les juristes eux-mêmes quand ils partent des images au lieu de partir des allégations factuelles et des attendus de la décision de confirmation des charges. Donc on a à chaque fois différentes strates de contexte qui permettent de faire émerger des amorces de narration autres que celles de l'hypothèse de narration du procureur au tout début du procès. Voilà, étant donné l'heure et le retard qu'on a pris, peut-être qu'on va ouvrir aux questions plutôt que de présenter le catalogue des autres pièces. Volontiers. Alors, j'ai de mon côté des observations, des remarques, mais je me réserve plutôt pour vous laisser d'abord. Oui, j'ai ouvert le micro. Je vous laisse d'abord plutôt la parole. Je la reprendrai ensuite. Donc, si quelqu'un a des observations, des questions à poser, il suffit d'ouvrir le micro. Est-ce que c'est… Oui, Ninon ? Oui, merci. Vous m'entendez bien là? Oui, ok. Merci beaucoup, Julien et Franck. Je vous avais déjà entendu et écouté chez Barbara Villet, donc, mais là vraiment, étant donné qu'on reprend nous ce matériau du TPY, donc je commence à comprendre ce que vous avez, je dirais même pas consulté, tellement il y a une masse incroyable et on ne sait plus où donner de la tête. Donc, ça prend tout de suite une dimension beaucoup plus concrète pour moi. J'ai simplement une petite question. Quand vous parlez des narrations et justement
de ces échanges avec les narrations locales qui finalement peuvent remonter vers l'institution judiciaire. Est-ce que ça veut dire que vous avez donc conservé sous une forme, et je n'ai pas compris laquelle, c'est justement ces agencements qui ont été faits localement sur les murs magnétiques? Il y a un moment où vous avez conservé des photos, des images, et est-ce que nous, on a accès à ça pour voir, en fait, pour se faire une idée plus… Alors, je répondrai en deux temps. Chaque fois qu'on installe, on demande qu'il y ait des médiateurs présents. Parce que par rapport à la nature du matériau, ils ne sont pas habitués non plus à manipuler dans les expositions les œuvres d'art. Et les médiateurs sont là en fait pour mettre à l'aise la personne. Ce sont aussi des pièces qui sont chronophages, dans le sens où lorsque vous visitez une exposition, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais en tout cas pour moi, ça m'arrive de passer à peu près moins de 3 secondes devant un tableau, ou lors d'une vidéo, on casque après 30 secondes ou une minute. Lorsque je reste 1 minute devant un tableau, c'est parfois assez, non pas parce que le tableau n'est pas bon, mais parce que j'ai compris ce que je cherchais à comprendre dans le tableau. Il ne faut pas beaucoup de temps. Là, pour rentrer dans une pièce comme ça, il faut considérer que, ne serait-ce que pour avoir une idée des matériaux qui sont sur les murs, il faut 20 minutes. Ça veut dire que si vous vous immergez dans les matériaux pendant 20 minutes et qu'après que vous en discutez avec le médiateur qui peut vous réorienter vers d'autres éléments que vous avez laissés de côté sur le mur, vous passez 1 heure. S'il n'y a pas de médiateur, vous regardez ça comme une installation fixe et vous passez 4-5 minutes. Donc c'est seulement la présence d'une personne qui va faire que vous acceptez de donner 1 heure de votre temps à cette installation. Pour la question, alors l'intérêt aussi du médiateur, c'est que chaque fois qu'il y a un agencement qui est fait, il le prend en photo et il demande aux visiteurs de dire quelques phrases sur la raison d'être de cet agencement. Pourquoi il a choisi comme ça, et notamment parce qu'avec le médiateur, il y a eu une conversation. C'est pour ça qu'on appelle ça en anglais une conversation piece, une pièce de conversation, parce que c'est la partie la plus importante dans la séquence. C'est lorsque le visiteur discute avec le médiateur et qu'il retourne vers le mur et qu'il renégocie les éléments qu'il va sélectionner. Et donc à la fin, quand une photo est prise et envoyée sur un compte email qui s'appelle bogoro.muzungu sur gmail.com, il y a toujours un petit paragraphe de description de pourquoi ça a été choisi. La chose qu'on a appris, et c'est très important parce qu'on en apprend sur l'usage de la pièce, et on en apprend beaucoup sur la façon dont les gens voient ces éléments de preuve. Ce qui serait totalement comment dit-on, dissimulé si on en restait aux intentions de l'artiste, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a voulu faire, quel est le fonctionnement de la pièce. Là, cette fois-ci, on sait ce que voient les gens, ou la façon dont ils manipulent la pièce. Je dirais que, et Julien me complétera peut-être sur ce point, c'est qu'en fait, arriver à voir une image, c'est un exercice de professionnel. C'est qu'on ne voit pas une image sans formation. Et que dans la situation de cette pièce, Muzungu, la majorité des cas, avant qu'une conversation s'engage avec les médiateurs, c'est que les gens ont une idée dans la tête
même s'ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du procès Katanga et Ngudjolo, ils ont une idée sur ce qu'est la justice internationale ou sur ce qu'est un crime de masse, et ils vont chercher à l'illustrer avec des images. Et donc, le premier montage qu'ils font sur ces portants magnétiques, c'est une représentation en images de l'idée qu'ils se font. C'est lorsque le médiateur discute avec eux qu'ils vont commencer, à partir de certaines images, à reconstruire en fait autre chose et à reposer des images sur le mur, à replacer des images sur le mur pour en sélectionner d'autres. Mais si on n'est pas, disons, équipé méthodologiquement pour voir des images, soit en tant qu'historien, soit en tant que juriste, soit en tant qu'artiste, soit en tant qu'archéologue, soit en tant qu'agriculteur, quelle que soit la profession, ou quelles que soient les formations disciplinaires quand on est comme Joël pluridisciplinaire, avec plusieurs formations à la fois d'historien de l'art, de chercheur, de juriste, etc., eh bien, la vision naïve ne donne rien. En revanche, une preuve montrant des champs dira beaucoup de choses. C'est l'idée, si vous voulez, qu'il faut savoir mobiliser son expertise propre pour pouvoir construire des montages intéressants. Sinon, le réflexe premier, c'est de projeter une idée et de l'illustrer par des images. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris grâce à cela. Et qu'en fait, on est tous experts de quelque chose, on ne sait pas forcément de quoi on est expert, mais comme le disait encore hier Joël, c'est lorsque vous avez un tiers qui regarde votre montage, qui perçoit l'expertise que vous possédez. Parce qu'évidemment, le montage que vous faites, un juriste va être très très étonné, ou un sociologue, ou un artiste va être très étonné du montage que vous proposez, parce que avec l'expertise du juriste ou avec l'expertise de l'artiste, tout d'un coup, cet agencement propose quelque chose d'inattendu. Vous voyez, avec le médiateur. Alors ça, c'est pour le fonctionnement de Mozungu. Pour son envoi directement à Bogoro, dans le village concerné propre, ça n'a pas été réalisé encore pour des questions de Covid, puisqu'il était prévu qu'on y aille l'année dernière. De milice aussi. De milice, de kidnapping volcanique. Il y a plusieurs obstacles. Et donc, c'est la 3e ou 4e fois que notre séjour là-bas est reporté. Merci beaucoup. Oui. Alors, j'ai ouvert mon micro, donc je pense qu'il y en a d'autres qui doivent le fermer. Ça résonne. C'est bon, merci. Merci beaucoup. Hein. Je suis hyper intéressé par ce que vous avez dit, parce que d'abord, je m'y retrouve, enfin, d'une certaine manière, donc c'est plus facile que pour d'autres approches. Et ensuite, parce que vous posez un certain nombre de questions qui sont, enfin, comment dire, qui concernent le champ que vous avez observé, mais qui sont valables pour d'autres situations. Donc, je voulais commencer par la question des rushs non gardés. C'est intéressant parce que là, l'instance internationale se donne une liberté que n'a pas l'instance nationale, en l'occurrence. C'est-à-dire qu'en France, les procès qui sont filmés, depuis toujours et forever, les rushs ne sont pas gardés. Mais pour une raison juridique, qui rejoint un petit peu l'histoire que vous avez racontée, mais d'une autre manière. C'est-à-dire que le procès a son unicité qui ne se traduit pas par un transcript ou justement en France, je veux dire dans les procès nationaux, dans son espace-temps qui lui est propre. Donc, c'est oral, voilà, et ça s'épuise à la fin du procès. Le filmage bloque une représentation du procès. Et donc, en fait, on a beaucoup insisté là-dessus justement pour faire évoluer les choses dans le cahier des charges du filmage en France des procès. Je crois qu'on a quand même bien fait évoluer la situation. Le rôle de la personne qui fait le mélange en direct est
est beaucoup plus important que ne le croient les juges eux-mêmes. Ils pensent qu'il n'y a pas de réalisateur, qu'il y a juste un gars qui appuie sur des boutons, mais en fait, non. Parce que c'est lui qui va créer cette archive, qui va être considérée juridiquement comme la seule archive reconnue comme telle par les juges. Alors effectivement, si on commençait à s'amuser, entre guillemets, comme ça a été le cas visiblement, sur les rushs où on va chercher des choses qui certes ont été filmées mais qui n'ont pas été retenues, on sort de ce que les juges eux-mêmes considéraient comme étant l'archive de ce procès, même si c'est déjà une extension par rapport à leur habitude originelle. Donc je pense que cette dimension-là, en France, n'existerait justement pas. Il n'y aurait pas de possibilité pour une avocate de la défense de dire « non, mais là, le juge, il s'est endormi plusieurs fois. » Oui, c'est-à-dire que pour les procès, si je me trompe peut-être, et tu me corrigeras si je fais une erreur, pour les procès français, c'est une archive qui va être, consultée après par les historiens, par les chercheurs, etc. Dans le procès international, ces films, c'est des preuves. C'est comme un témoignage, tout est transcrit, hein, contrairement au procès national, donc tout est transcrit. Mais si moi je ne veux pas lire le transcrit, je prends le film de l'audience que j'ai 2 heures après, et je le regarde, et je peux écouter tel passage, regarder les expressions des témoins, faire mon travail sur la crédibilité, etc. Donc c'est aussi une différence. Tout à fait. Mais cette interactivité-là, elle est complètement interdite en France. Je voulais soulever cette deuxième différence. Oui, tout à fait. Sauf que depuis le procès des attentats de janvier, la nouveauté que les gens n'avaient pas forcément, les gens, c'est-à-dire les magistrats, n'avaient pas perçu, c'est que pour la première fois, l'archive, c'est ce qui est montré en direct. Et donc, il y a un certain nombre de gens, y compris des journalistes, qui ne voient du procès que ce qu'ils ont dans l'auditorium en retour. On pourrait se retrouver du coup dans la situation, parce que souvent dans les procès français, moi pour avoir aussi travaillé dedans, on remarque que les dépositions, en particulier les dépositions citées à l'oral par les témoins, sont citées de mémoire. Et à la cour, c'est impossible, ça va toujours renvoyer à une ligne. S'il y a une archive filmique en France qui est montrée en direct, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'une partie, qu'un juge demande « Ah, vous dites que le témoin a dit ça tel jour, je demande de revoir l'avant. » Oui. Oui, tout à fait, ça pourrait se faire, oui, parce qu'il y a quand ils ont montré des images pendant le procès du janvier, c'était sur une clé. Alors, ils ont eu d'ailleurs des problèmes la première fois parce que ça ne marchait pas, donc l'image a été montrée 2 fois de suite, la même, mais ils ont tout à fait la possibilité de pouvoir, mais en règle générale, pour l'instant, excusez-moi, un rôle quasi nul, sauf un rôle de provoquer une torpeur tout à coup. Pas une torpeur, je veux dire une stupeur. Parce que quand ils ont montré les images que les policiers ont fait. Excusez-moi, mais si vous. Est-ce que vous pouvez couper vos micros parce qu'on entend très mal. Moi, je parle des images de débat eux-mêmes. Oui, alors, oui, ben ça, donc, nous, on n'arrête pas de dire, regardez ce qui se passe au niveau international, c'est retransmis avec un délai de 30 minutes, etc. Est-ce que vous nous entendez? La transmission directe en France, mais je n'imaginais pas, je ne pensais pas. Donc, on leur dit, mais pourquoi ça se fait au niveau international? Est-ce que vous nous entendez? Même si quand même, c'est quand même le dire, au niveau international, c'est quand même pas facile d'y accéder. Je veux dire, c'est pas un chemin, c'est pas sur une chaîne télévisée. Oui, mais il faut être là pendant le procès. Il faut avoir une petite habitude de ça. Enfin, ça, c'était juste un point que je voulais. Et après aussi, parce que là où il y a des progrès à faire, j'ouvre le micro. Joël, Il y a des progrès à faire au niveau des tribunaux internationaux. Souvent, les chaînes YouTube. Il y a les audiences sont diffusées en direct, etc. Mais après, sont gardées sur les chaînes facilement accessibles, les chaînes YouTube, des grandes audiences et pas tous les témoignages, pas toutes les audiences. Hein. Là, pour Oui, c'est des petits résumés. Ou c'est les moments présentation des charges, les moments des décisions, etc. Mais ce n'est pas le témoignage ordinaire. Si tu rates le temps réel, tu n'as plus accès au flux du témoignage. Est-ce que vous nous entendez? Vous m'entendez? Je passe à mon deuxième point qui est, au fond, peut-être, Ninon, si tu m'entends, tu pourrais appeler Joël. Joël, tu m'entends? Vous intervenez pendant le procès. Christian, ça c'est ton rôle à toi, j'imagine. Vous intervenez au magistrat, entre autres, pendant le procès, une certaine vision à travers ces tableaux que vous avez montrés. Et ensuite, vous construisez
une fois que le procès est terminé, un récit composé d'éléments mais que vous avez choisis. Donc il y a quand même une forme au minimum de subjectivité et forcément c'est, comment dire, vous reconstruisez en quelque sorte une sorte. On propose des outils qui permettent de construire des récits. Nous, on n'a pas un récit. Oui, mais forcément, à partir du moment où tu disposes plusieurs éléments sur un tableau ou autre, tu provoques. Enfin, je comprends ce que tu dis quand tu dis que le paysan qui voit les champs va tout de suite s'y retrouver, mais celui qui n'est pas concerné, qui voit ça, va se faire une compréhension en fonction des documents que vous avez. Le montage est significatif. C'est pas un montage fermé. Dans Boboro, par le système des éléments clés, il y a une possibilité de circulation de lectures différentes. Évidemment, ça fait quand même une liste limitée de lectures différentes possibles quand même, mais elles ne sont pas complètement maîtrisées et verrouillées par les auteurs, même si évidemment il y a quand même une sélection. C'est quand même malgré tout. Non, là où je. Oui, quand même une sélection. J'irai à la fois dans ton sens et en nuançant un peu. Là où on. Pas de micro ouvert, là. On ne parvient pas sur votre conversation. Moi j'ai terminé. Toi, il faut tout le tien. Non, c'est bon. Ah, il est ouvert le mien. Je dirais que là où il y a de la subjectivité, c'est dans la fabrication de l'outil, parce qu'on sait quand même depuis longtemps que les outils méthodologiques sont des incarnations matérielles de théorie. Donc, on fait des choix théoriques. Et je vais donner 3 exemples de types d'outils qu'on a proposés. Hop. Voilà, par exemple. Le premier outil dont on a parlé tout à l'heure, c'est Muzungu, qui part de l'idée que les juges ont accès aux éléments de preuve via des classeurs à anneaux dans des pochettes plastiques, et que les classeurs à anneaux s'accumulent sur des bureaux, et que quand ils sont à la recherche d'un élément de preuve, ils doivent retrouver 5 ans après, ou 6 ans après, le bon classeur avec le bon élément de preuve. Ils vont le sortir, l'anneau va se casser, etc. Et puis dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Ils vont le remettre. Qu'à aucun moment, il n'a été pensé la possibilité d'avoir une vision panoramique, synoptique. Pourquoi? Parce que dans leur bureau, qui est à peu près la taille de cet espace, il n'y a pas de mur libre. Et donc la proposition qu'on fait à la Cour, c'est de dire, est-ce que vous pouvez mettre à disposition un mur qui fait environ 10 mètres, qui permette de travailler au juge avec leur imprimante habituelle, puisque c'est imprimé en A4, ils continuent à l'avoir en A4, mais ils peuvent l'accrocher pour avoir au moins une vision panoramique. Pourquoi? Parce que l'idée que lorsqu'on voit l'ensemble des éléments de preuve d'un seul coup, et lorsqu'on les voit de façon successive en tournant les pages, on ne voit pas la même chose. On a fait une autre installation, et alors s'ils peuvent réagencer les choses, alors là, bingo, ils voient encore plus de choses, parce qu'ils peuvent faire des zooms, et ils peuvent comparer en mettant côte à côte des images, ce qu'ils ne faisaient pas avec les classeurs. Autre installation qu'on a faite. Ça, c'est pendant le... Ça, c'est pour tous les procès. Mais pendant le procès? Non. Après, on l'a fait après, mais on l'a fait à destination des autres procès. Notre ambition, en fait, c'est d'installer dans la cour un espace consacré, qu'on appellerait un Media Lab, dans lequel nos installations puissent servir au travail des futurs procès. Un autre exemple qu'on a fait, c'est qu'on a proposé un système très simple de 3 écrans, avec sur l'écran du milieu les témoins dans leur ordre chronologique, à gauche les éléments de preuve que le procureur a présentés via le témoin, parce qu'il ne peut pas présenter les éléments de preuve documentaires en direct, il a besoin de passer par l'intermédiaire d'un témoin. Et sur l'écran de droite, les éléments de preuve que la défense ont présentés via ce témoin. Et donc vous avez l'ensemble des témoins sur l'écran du milieu, et à chaque fois, à gauche et à droite, les éléments de preuve correspondant par le procureur à la défense. On a alloué à chaque élément de preuve 3 secondes. Ce qui fait que pour l'intégralité du procès Katanga-Ngudjolo, vous avez 20 minutes. Mais en 20 minutes, vous voyez
tous les éléments de preuve qui ont été présentés pendant les années de procès. En 3 secondes, vous ne pouvez pas lire les éléments de preuve. Présentés de manière antagoniste. Mais vous les voyez en face à face. Au milieu, vous voyez en fait la tête d'un témoin pixelisé. Ce n'est pas très utile. Mais ce que vous voyez tout de suite, c'est les stratégies juridiques de part et d'autre. C'est-à-dire que vous voyez que du côté du procureur, essentiellement, c'est des documents qui visent à établir des chaînes de commandement. Et ça ne se trouve pas dans la rue. En fait, c'est une reconstruction conceptuelle. C'est une lettre adressée de un tel à un tel, avec en tête, on voit le grade ou le rang de la personne à qui c'est écrit. C'est une signature, c'est un tampon. Et puis de l'autre côté, du côté de la défense, vous voyez que c'est des photos de terrain. Parce que vous voyez que la stratégie de la défense, ça va être de jouer sur des effets de réel en disant que le procureur ne connaît pas le terrain, mais que le témoin parle d'une route qui tourne à gauche, on voit bien sur la photo qu'elle tourne à droite. Ou qu'il y a tellement d'arbres qu'en fait, que de la position depuis où le terrain se trouve, le témoin se trouve, on ne voit rien. Et donc l'un construit des chaînes documentaires et l'autre construit des effets de réel. Et ça, par ce qu'on appellera un time-lapse, en 20 minutes, vous avez l'intégralité de façon antagoniste des deux stratégies. C'est dit que c'est quelque chose qui peut être utile. Troisième exemple, c'est cette espèce de grande charte ou tableau Excel qui fonctionne de la façon suivante. Chaque ligne est une allégation factuelle, c'est-à-dire quelque chose qu'il va falloir prouver pendant les audiences, qui a été formulé dans la décision de confirmation des charges, le document produit par la chambre préliminaire, qui dit en fait, voilà ce qu'il va falloir prouver en première instance. Donc chaque ligne, c'est l'allégation factuelle, qui est la première case, et après, ce sont les éléments de preuve au fur et à mesure des audiences. Alors, quand c'est jaune, c'est que c'est confidentiel. Et sinon, si vous zoomez, c'est soit le document qui est mobilisé, soit le témoin qui apporte sa déposition, avec la référence de la déposition, c'est-à-dire le numéro du transcript, la page et le numéro de ligne. Ce qui fait qu'on peut voir tout de suite, sans même regarder l'intérieur, quelles sont les allégations factuelles qui n'ont aucune preuve et qui vont tomber d'elles-mêmes. C'est un outil de navigation. Vous savez déjà, au début du procès, où est-ce que ça va être assez nourri et où sont les zones de faiblesse dans l'acte d'accusation. Vous voyez ? Donc évidemment, comme la méthodologie, c'est une théorie incarnée, notre subtilité, elle se pose là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on considère que les juristes ne voyaient pas ? Par exemple, une vision synoptique ou un outil de navigation qui permet de prévoir dès le début où est-ce que c'est bien robuste et où est-ce que c'est faible. Donc ça permet de voir des choses et ça a des zones d'aveuglement aussi, puisque tout outil qui permet de voir aveugle sur d'autres choses. Je dirais que c'est là qu'elle se situe notre subjectivité, dans le choix de ce qu'on va permettre de faire voir ou d'empêcher de voir. Mais ce n'est pas tellement dans telle narration pour favoriser telle ou telle thèse. Excusez-nous, alors on a eu vos messages d'appel au secours sur le côté et évidemment nous on est autour de la table et on a tendance rapidement à des échanges qui peut-être passent plus mal sur la visio. On vous a perdu. Je vous redonne la parole sur la visio. Si quelqu'un veut, on approche de 19h, donc si quelqu'un veut encore prendre la parole sur la visio, et sinon… Alors moi, j'ai une petite question de détail, mais quand tu parlais d'encodage à propos du mur magnétique, là, quels ont été les critères de l'encodage ? Et je voudrais savoir s'il y a une forme d'intentionnalité de l'artiste dans l'encodage déjà ou pas ? En fait, on a fait deux. L'idée était de permettre à des gens qui ne connaissent pas du tout ce procès de trouver un moyen simple pour qu'ils se mettent tout de suite à travailler et à relier les différents éléments de preuve entre eux. Alors, pour ce faire, on a choisi de partir pour aussi se décentrer un peu et se décaler par rapport
aux pratiques juridiques, on a choisi au maximum de choisir des petites étiquettes qu'on a collées sur les éléments de preuve. Je ne sais pas si on peut montrer un exemple. Ce sera encore plus concret que voilà. Et qui sont tirés essentiellement de vocabulaire des témoins. Alors ça peut être le nom de l'ethnie, ça peut être le numéro du témoin, ça peut être un concept comme les fétiches qui sont utilisés régulièrement. Alors, voilà. Et donc, l'idée étant ici de partir de catégories très simples, c'est le nom de la milice, le nom de différentes milices, un camp, etc., qui va permettre aux gens, après, avec des notions communes, en fait, d'entrer à la fois dans le vocabulaire de témoins et de relier les éléments de preuve entre eux. On veut savoir tout ce qui est de l'ordre de la planification. Eh ben, on va chercher sur tous les éléments de preuve le mot plan, et qui va permettre de relier toutes les preuves autour de ce sujet. On veut savoir quel est l'itinéraire du témoin 250, et ben on va prendre tout P250, alors tous les éléments de preuve qu'il a apportés. On veut savoir qu'est-ce qu'un EMA, c'est-à-dire une ethnie locale, en Iturie, et ben on peut avoir tous les éléments qui se rapportent à cette ethnie. Donc l'idée était ici de permettre de donner des outils les plus simples et les plus proches des vocabulaires de témoins pour fournir des narrations. Évidemment, le deuxième outil qu'on voit ici aussi, c'est les codes couleurs. C'est-à-dire qu'on a le choix soit entre une approche par les tags, soit une approche par les codes couleurs. Et là, les codes couleurs, alors il y a beaucoup moins de codes couleurs que de tags, mais ça permet aussi d'avoir une autre entrée dans les preuves. Chaque milice a sa couleur, chaque participant, aussi les victimes ont leur couleur. Et donc, si on veut avoir trait, par exemple, quelque chose qui a trait à la victimisation dans ce procès, et les formes de victimisation, et ben, plutôt que d'aller chercher viol, meurtre, etc., machin, et ben, on va avoir la couleur jaune, qui était la couleur des victimes. Alors, on a essayé d'éviter les associations de couleurs habituelles, évidemment, et la couleur qui trait à la façon dont les parties ont réussi à montrer dans le procès les formes de victimisation et les traces laissées sur les corps ou sur les bâtiments des crimes, sachant qu'évidemment, la plupart du temps, elles sont très, très indirectes. Je compléterai ce que dit Julien avec 3 points. Le premier, c'est que ça, c'est une très longue réflexion qui existe en poésie sur la question des index, l'indexation ou la fabrique des mots-clés. C'est une forme d'écriture, c'est une opération d'écriture, fabriquer un index. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un outil de perception. C'est-à-dire que les mots-clés, les rubriques, les entrées qu'on fabrique donnent un chemin d'accès aux matériaux. Et donc, c'est une décision pleine et entière. Maintenant, je nuancerai notre poids dans l'écriture de ces mots-clés, dans le fait que lorsque l'outil est remis aux membres de la CPI, on repart à zéro pour chaque procès, et ce n'est pas nous qui fournissons une liste de mots-clés préétablie. On en a fabriqué une parce que dans les musées et les centres d'art, quand on expose cette pièce, on ne peut pas demander aux visiteurs de produire leurs propres mots-clés, ça serait trop lourd cognitivement, donc on leur fournit une liste à utiliser, mais la liste est ouverte. D'une part, ils peuvent eux la compléter, mais surtout les juges et les analystes à la cour produiront eux-mêmes leur propre liste en fonction des catégories qui leur semblent utiles. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il nous est arrivé une expérience qui était assez intéressante, c'est que on a commencé par travailler sur les transcripts et on a fait le livre qui s'appelle Bogoro, que Julien a montré tout à l'heure et dont vous avez eu l'extrait d'un témoin. Vous voyez que sur les côtés, il y a des mots-clés en rouge. Alors, ça peut être milice, fétiche, moyen de communication. Quand on a commencé à travailler sur les éléments de preuve documentaires, c'est-à-dire les images, les lettres, les actes, les schémas, on s'est rendu compte que si on partait des images, ce n'était pas tout à fait la même liste de mots-clés. Et on s'est rendu compte aussi que si on partait des images qui avaient été commentées par les témoins, eh bien, on produisait une narration différente de celle que racontaient les témoins. Et qu'en fait, partir des images ou partir du texte, ça produisait des listes de mots-clés complètement différentes.
Donc, voilà, ce que je pouvais dire pour répondre, c'est que la liste est ouverte. Nous, on fabrique un prototype qu'évidemment, dès que c'est utilisé non plus en tant qu'œuvre, mais en tant qu'outil, on repart à zéro. Et que notre expérience personnelle, ne serait-ce qu'entre les textes et les images, on n'a pas pu appliquer simplement les mots-clés des textes aux images. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole avant que je ne conclue? Sentez-vous libre de le faire. Hein, Christian? Ninon, on n'a pas. Il faut ouvrir. On ne t'entend pas. Ninon? Ninon, oui, on ne t'entend pas. Oui, ça y est, vous m'entendez là? Là, tu m'entends? Bon. Ah. Non, reprends. Est-ce que là, vous m'entendez? Non. Non. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, ça y est, ça y est. Très bien aussi. Non, je pensais à... Vous connaissez certainement Livia Holden? J'y pense à l'instant juste parce qu'elle travaille sur l'expertise culturelle. Et donc, tout l'apport, je repensais à ce que disait Julien tout à l'heure, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'analyste. Et elle travaille au développement de cette expertise culturelle au sein de la justice. Et donc, c'est voilà, peut-être un nom. Je sais qu'en ce moment, elle travaille à Nanterre pour 3 ans de recherche financée. Oui. Oui, je vais le mettre là. Livia Holden. Voilà, et puis j'en aurais plein d'autres des questions, mais je pense que je ferai une petite liste que j'enverrai à Franck et Julien à tête reposée, quoi. Parce que j'ai plein de notes à relire et plein de détails à vous demander, en fait. Donc, à suivre. Oui, effectivement. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai des observations rentrées, mais peut-être qu'on fera une autre séance ensemble. Le séminaire continue encore l'année prochaine et en présentiel complet cette fois-ci. Voilà, on pourra dire avec peut-être des éléments de preuve de même, des éléments de la pièce. Quoi. Tout à fait. Donc c'est justement tout l'intérêt de votre travail. Bon, on avait Jason aussi d'aller au-delà des images d'audience et de travailler avec des éléments de preuve. Le tribunal pour la Yougoslavie a commencé à mettre en place des expositions avec des éléments de preuve, donc souvent en présentant des éléments de preuve et justement en expliquant le contexte, mais après en rassemblant différents éléments de preuve de différents procès par rapport à une thématique, ou pour expliquer sur une zone quels ont été les crimes qui ont été commis. Donc, ça, ils commencent à le faire. C'est très intéressant de regarder la manière dont ils le font, mais ils le font à la manière d'une division de communication, c'est-à-dire, en fait, comme le font toutes les divisions de communication dans les tribunaux, eux, ils segmentent les publics pour pouvoir adapter des contenus à différents types de publics. Et évidemment, vous faites tout l'inverse. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'il y a différents aussi publics, mais au lieu de multiplier selon les publics des contenus, vous offrez à différents publics une même œuvre outil que chacun va évidemment regarder d'une autre manière ou faire autrement, mais pour permettre justement un dialogue entre ces publics et pas d'ailleurs seulement un dialogue de parole. C'est ce que montre Muzungu, c'est un dialogue de gestes. Les choses passent par le geste. Et évidemment, c'est ce que les artistes peuvent apporter aux juristes et au monde du droit, qui est écrasé quand même par une dominante d'une culture textuelle et orale, et qui, par contre, néglige, n'a pas de culture du geste, n'a pas de culture visuelle.
Et y compris, ça va très loin, puisque même dans l'analyse des crimes, souvent, il y a une dominante de l'oralité, hein, la question des ordres, et il y a un manque d'analyse sur les gestes mêmes dont les crimes sont commis. Donc, effectivement, ça remonte jusqu'à la compréhension même des crimes de masse. Et ça, les artistes permettent ça. L'autre chose que les artistes permettent et apportent et au monde du droit, et je veux dire au monde de la recherche aussi, c'est que les masses qui sont produites par l'Internet, ces masses illisibles, mais le monde lui-même derrière est illisible, mais les artistes sont les premiers, et là, Franck aussi, par les propositions faites par un Kenneth Goldsmith, par exemple, là aussi, c'est par la création non pas d'images, mais par la création de protocoles pour justement gérer, saisir, traiter ces masses énormes et illisibles. Et donc, et les sciences humaines aussi sont débordées par ça, et les juristes derrière encore plus, et les artistes proposent effectivement là des outils qui leur permettent de saisir pour leurs propres questions, qui ne sont pas forcément les mêmes questions que se posent les artistes, des outils nouveaux. Et tout ça pour dire effectivement, enfin pour dire toute la place que l'art doit avoir, hein, celui que quelques juristes ont voulu accorder à la philosophie du droit, aujourd'hui il faut la donner aux artistes et aux démarches telles que Franck et Julien, pas seulement Franck comme artiste, Julien comme juriste ou analyste, les deux d'une certaine manière deviennent ensemble quelque chose et nous invitent aussi nous à d'ailleurs dépasser donc nos propres champs disciplinaires. Bien sûr, je vous donne la parole encore à Franck et Julien s'ils veulent dire un dernier mot. Oui, juste très rapide. Concernant cette question des gestes, en fait, ce qu'on a cherché à faire vis-à-vis du grand public, là, cette fois-ci, c'est que les gestes que font les juristes, et non pas seulement leurs conclusions dans les jugements, puissent être, comme on dit dans le jargon artistique, rien acté. Et ça nous semblait important parce que il nous a semblé, ça c'est quelque chose que Julien a remarqué très vite et qu'il redit souvent, c'est que quand on rend compte dans des expositions de procès, en fait, on rend compte de la vérité à laquelle le procès est arrivé. On rend compte de la vérité produite par le jugement. Mais on ne rend pas compte du cheminement et des matériaux qui ont été utilisés et mobilisés et agencés pour produire cette vérité. Et c'est pour ça que il nous semblait très important que les gens puissent avoir accès aux éléments de preuve et pas simplement aux conclusions, et qu'ils puissent eux-mêmes refaire des gestes qui sont les gestes que les juges font pendant les délibérations. Alors, évidemment, les premières questions qu'on a eues quand on a fait cette proposition, c'est « mais est-ce que les gens ont le droit de réagencer comme ils le veulent ?» C'est-à-dire que s'ils font n'importe quoi avec les éléments de preuve, est-ce qu'on n'ouvre pas la voie au négationnisme, en gros, en inventant des narrations loufoques? Ça nous a paru un petit peu exagéré comme crainte, d'abord parce que la première forme de négationnisme pour ces conflits-là, c'est le silence, c'est de ne pas en parler. Et par ailleurs, ce sont des outils qui ont des usages dans des contextes très précis à chaque fois, tout à fait repérés. Et dans le grand public, entre guillemets, pendant les expositions, le fait qu'ils osent voir la potentialité de l'agencement des images, c'est quelque chose qui relève de la puissance des images, de produire des sens différents quand ils sont agencés différemment. Je crois sur la question du négationnisme, le négationnisme, il prospère sur l'opacité sur l'opacité du travail des juges. C'est-à-dire tant qu'on ne sait pas comment les juges travaillent et arrivent à leur conclusion, on peut en refaire le chemin, on peut en retester un chemin, on peut en tester un autre chemin, tomber sur une impasse, etc. Au contraire, effectivement, on peut toujours mettre en doute ça comme une parole autoritaire, officielle, etc. Alors que là, nous, on l'a retranscrit comme une parole expérimentale. On remontre le caractère expérimental de ce travail de test et d'erreur, et pas comme une vérité
décidé par l'institution, imposé par la force, etc. Parce que par le système. Si quelque chose n'a pas de force, c'est bien la Cour pénale internationale. Elle n'a même pas de police, quoi. Donc, il nous a semblé que c'était une autre façon aussi de rendre compte des procès. Et est-ce que justement, Julien qui a... Je ne t'entends pas. Et là, est-ce que vous m'entendez? Non? Toujours pas? Oui? Moi, je t'entends très, très bien. Mais eux, ils ne m'entendent pas. Ouais, c'est comme tout à l'heure. Le micro qui est chez eux ne fonctionne pas. Ah, ça y est, vous m'entendez? Non? Si? Ah, super. Alors, est-ce que, Julien, toi qui as suivi les procès, est-ce que tu as été surpris ou étonné parfois par une narration visuelle qui, je ne sais pas, faisait écho à ce que tu avais pu percevoir quand tu étais présent au tribunal ou non? Je crois que j'aurais pas ma réponse, je crois qu'ils ne m'entendent pas. Je crois qu'ils n'ont rien entendu. Ouais, bon, si, j'ai entendu. Vous m'entendez? Ouais. J'ai entendu. Je veux dire, les images sont sous-exploitées dans le raisonnement par les juristes. Elles deviennent très vite à une vocation illustrative. Moi, je peux donner deux exemples dans lesquels la culture visuelle a joué un rôle dans le raisonnement. Le premier qui est venu des parties. Il y a la défense qui avait réussi à mettre en difficulté un témoin en lui montrant des photos du village de Bogoro et en lui demandant de positionner sa maison, de positionner son point de vue. Mais en fait, ils ne sont pas habitués, les témoins, à voir des photos, de leur village, la perspective. Lire une photo pour un témoin au Congo, ce n'est pas une évidence. Et donc le témoin, il n'arrivait pas du tout à situer sa maison sur les photos prises par la défense. Et il y a eu un moment de flottement où effectivement on jouait sur une compétence partagée à lire les photos entre la défense et les juges aux dépens du témoin. Donc la photo, c'est aussi quelque chose comme elle est produite par les parties, souvent encore c'est produite par les parties, qu'on va l'affronter au témoin en disant mais c'est chez vous et vous n'arrivez pas à la lire, c'est un outil aussi qui peut être très difficile pour un témoin et l'humilier un peu même, hein, et qui peut faire perdre sa crédibilité. Bon, et donc il fallait rentrer dans ces jeux de voilà, et faire comprendre un peu aussi aux juges, même s'ils que les compétences à lire une photo ne sont pas les mêmes partout et qu'il peut y avoir des formes d'illettrisme aussi photographique. Enfin, je ne sais pas comment dire. Voilà, il y en a aussi du côté des juristes. Moi, un autre exemple m'a servi de la culture visuelle. Machin, moi, j'avais fait tout un jeu de superposition des cartes avec des calques. Et je me souviens, qui était donc la ministre de Germain Katanga, qui prétendait avoir passé son entraînement dans la ministre de Ngudjolo, qui se trouvait au nord, dans la ville de Zoumbé. Quand tu lui avais demandé de dessiner le plan de Zoumbé, avait en réalité dessiné le plan d'Aveba, c'est-à-dire d'un autre endroit où il était réfugié, et non pas milicien. Donc, en superposant ce jeu de calque, ça a pu faire apparaître immédiatement, mais c'était vraiment, il prétendait dessiner Zoumbé, et en fait, il avait dessiné la carte de ce qu'il connaissait, c'était la carte d'Aveba. Et donc, il a fallu faire ce jeu de superposition de cartes, machin. Et je me souviens, alors c'est anecdotique, mais je me souviens avoir montré ça au juge, j'étais assez content de ma trouvaille, et un juriste m'avait dit, mais c'est incroyable, on se croirait au cinéma. C'est un truc de cinéma, ça. Comme quoi, ils ne sont pas habitués, vous voyez, ils sont pas habitués à... Pourtant, ce n'est pas un raisonnement extraordinaire de superposer des calques, mais ils sont pas... C'est quelque chose qui, pour eux, relève plutôt de procès-fiction et pas des procédures réelles, pratiques qu'on utilise. Quoi. Voilà. C'est une anecdote. En fait, moi, ça me fait penser à deux choses.
si on raisonne en cinéma, c'est-à-dire que c'est à la fois quand la monteuse elle a tous ces chutiers qu'elle peut voir visuellement, enfin ça n'existe plus aujourd'hui, hein, mais elle peut voir visuellement justement tous ces éléments qui sont devant elle, ou bien la timeline du monteur aujourd'hui, mais il faut qu'il aille chercher quand même, c'est-à-dire qu'il l'a, enfin, sinon c'est vraiment très difficile, quoi. Mais il y a cette idée-là, je trouve, cette idée du panoptique, je l'aime bien, voir comme ça comment les choses, enfin, de les voir, parce qu'aujourd'hui elles sont là, et puis en même temps de les voir ensemble donc de recréer de certaine manière une sorte de confrontation documentaire qui s'ajoute à la confrontation des personnes, quoi. Très bien, je comprends mieux l'idée de l'outil, en fait, presque heuristique, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ça, à la fois, ça provoque chez le juge la conscience comment dire, de sa propre culture, de sa propre manière de faire, et en même temps, ça adoucit quand même la dureté de la procédure et du langage, quoi. Parce que c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même un obstacle majeur, quoi. Avec, je me permets alors une observation supplémentaire, avec quand même, c'est-à-dire que ce qui est réuni, par exemple à Mzungu, où il y avait une certaine facilité pour vous parce que c'était une attaque un jour et donc un nombre relativement limité de pièces. Évidemment, c'est difficile de faire Muzungu pour le procès Milosevic, plusieurs années de guerre, 3 pays. Mais aussi un élément, c'est-à-dire que le corpus sur lequel vous travaillez, c'est le corpus c'est cohérent dans la démarche puisque c'est le corpus qui a été rassemblé, sélectionné au tamis proposé par les enquêteurs, et puis la division de poursuite, etc. Bon, c'est un corpus limité. Mais justement, par exemple, le TPY, on le voit bien là, avec aussi ce qui s'est passé avec Stanislas Simatovic, c'est-à-dire que les éléments de preuve, on en a recueilli beaucoup en Bosnie-Herzégovine, et on a eu beaucoup plus de difficultés à en recueillir en Croatie et en Serbie. Et donc, finalement, en fait, c'est le cas de tous les procès, mais ils ne travaillent jamais avec tous les éléments de preuve disponibles. Ils travaillent toujours avec un petit nombre d'éléments de preuve qu'ils ont pu recueillir. Et en fait, quand on veut se placer sur la situation, au plan du niveau de la recherche de la vérité ou de l'histoire, finalement, on devrait laisser une porte ouverte, ou en tout cas ne pas être que dans une démarche de chercher à créer des liens entre les pièces, comme vous invitez à le faire avec Muzungu, à voir quelles sont les connexions, les liens qu'on peut faire avec les éléments de pièces, avec les éléments de preuve qui ont été rassemblés, mais se dire que probablement il y a des trous en fait. Et alors peut-être que le travail justement de manipulation permet de se dire tiens là il manque quelque chose et faire ressortir ce manque-là. Donc ça c'est très bien. Mais d'où aussi d'une certaine manière, bon c'est ce que tu disais c'est ce que tu faisais voir très bien Franck au départ, c'est-à-dire en montrant l'image du souterrain, comment on rentre dans le tribunal, et puis la mire, c'est-à-dire ce qui est montré d'une certaine manière. Il y a, vous suivez à la fois les enquêteurs, les magistrats, les acteurs, les producteurs, disons, de justice, et puis vous regardez de l'autre côté aussi la production de justice. C'est évidemment pas la même chose. Et Muzungu, quand on le place au niveau de la production du procès, évidemment, on ne fait pas la même chose qu'avec le même type d'installation si on le met au niveau des producteurs et des enquêteurs, parce qu'à ce moment-là, il y aura peut-être la recherche d'autres choses qui seront possibles. Et il y a la question de la publicité. C'est la question de l'accès public aux éléments de preuve, mais ça me rappelle même en amont même de ça, une remarque qu'avait fait quelqu'un qui travaille à la coopération, au département de coopération de la Cour, qui nous disait toutes ces preuves auxquelles je n'ai pas eu accès, simplement parce que l'accord de coopération avec le pays n'avait pas pu se faire et ils n'ont pas pu aller prendre les documents dont ils connaissaient l'existence. Donc même en amont de cela, il y a d'autres formes d'écriture de l'histoire, il y a d'autres matériaux. Très bien, merci beaucoup Franck, Julien. On poursuivra cette discussion, on se retrouvera à la rentrée. Ninon, je te laisse aussi peut-être le dernier mot. On n'a pas encore de date de prévue pour
les séances de rentrée. On sait qu'on va monter une séance avec Florence Lazare et probablement quelqu'un d'une division des victimes pour avoir une réflexion commune sur les victimes. Voilà, donc de mon côté, je vous remercie tous et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent et on se retrouvera à la rentrée. Et Ninon, je te laisse la parole pour conclure. Eh bien, écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter et puis vous allez m'entendre en différé. Non, je pense aussi qu'il faudra qu'on prenne contact avec une personne des archives du tribunal. Hein. C'est en cours, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse ferme et définitive. Donc, on verra tout ça en septembre. En attendant, je vous remercie tous aussi d'avoir participé à ces séances de webinaire et puis on se retrouve à la rentrée. Bonne soirée à tous. Merci Franck, merci Julien, merci Clio. Merci à tous. Merci Ninon. Merci Joël.